cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 27 janvier 2025, nous sommes sur ESAE Télévision et c'est le monde en 52 minutes. Cet après-midi, on parlera de la Gambie, de l'OTAN. L'Arabie Saoudite sera au menu. Nous allons terminer par la Chine pour en parler. J'ai avec moi Vianney Hassané, il est consultant en communication. Bonsoir. Bonsoir, chère Tatiana. Bonsoir aux téléspectateurs et internautes de ESAE TV. En face de Vianney, nous avons Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana et bonsoir Monsieur Vianney. Je vous salue également. Directement, nous allons du côté de la Gambie. Depuis son exil en terre équato-guinéenne, Yaya Jammeh a annoncé vouloir revenir au pays grâce à un message audio. L'ancien président gambien annonce vouloir revenir sur la terre de ses ancêtres. Martial. Oui, vous avez dit la terre de ses ancêtres, donc je pense que c'est de son droit de décider à un moment donné, parce qu'on n'est jamais à l'aise ailleurs que chez soi-même. Maintenant, quand on prend en compte les conditions dans lesquelles il est parti, on se demande si c'est le moment de retourner au pays et s'il n'y a pas de risque de faire face à certaines contraintes dès son départ, parce qu'il était parti dans des situations assez catastrophique où il était accusé de nombreux crimes contre l'humanité, des exactions pendant son régime. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que sur le plan juridique, rien ne l'empêche d'être de retour. Il y a eu ce bureau qui doit être constitué au niveau du procureur pour entamer les poursuites, qui est là au niveau de la Gambie et qui n'a pas encore vraiment mené les activités que ce bureau doit mener. Il y a de l'autre côté cette volonté de la CEDEAO d'instituer un tribunal spécial afin de juger les tenants du parti en ce moment, en ayant la tête lui-même, Yaya Jammeh. Mais jusque-là, c'est le silence. Et donc, juridiquement, puisqu'il n'est poursuivi de rien techniquement, il est en mesure de rentrer à l'intérieur. Mais le problème va se poser au niveau des familles, des victimes, voilà, des victimes justement qui vont se sentir négligées ou qui vont constater que l'État, le gouvernement en place ne prend pas au sérieux leurs préoccupations, parce que la plaie est encore béante de la part de ces personnes-là, et c'est justement à ce niveau qu'il faudra juguler pour apaiser les victimes. Sinon, techniquement, rien ne l'empêche d'être de retour et même de se relancer en politique. Alors justement, revenir au pays, c'est une chose, mais vouloir revenir et prendre la tête du parti qu'il a quasiment abandonné, est-ce que ce sera chose facile, Vianney? Ce ne sera pas chose facile. Certes, il garde une certaine influence dans le pays, en dehors des nombreuses casseroles et des crimes dont il est présumé coupable. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le contexte international, le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis en inspire bien d'autres, donne de l'appétence à un certain nombre d'anciens chefs d'État. Et donc, et même ce qui s'est passé au Ghana récemment avec le retour de John Dramani. Donc,
cette dynamique-là inspire un certain nombre de chefs d'État et je crois que c'est plus ou moins dans ce contexte-là que Yaya Jammeh a fait cet audio-là qu'il a publié sur les réseaux sociaux pour un peu comme donner de ses nouvelles et marquer son envie de revenir au pays. Mais je crois que ça lui sera très difficile parce qu'il a quand même été au pouvoir pendant plus de 20 ans. Il est parti depuis 2016 pratiquement et donc après 10 ans d'exil en Guinée équatoriale et au vu des charges quand même qui sont en train d'être retenues contre lui et qui risquent de lui entraîner des poursuites judiciaires, eh bien je crois que sa démarche risque de ne pas aller au-delà de cette envie-là et d'une certaine façon de donner de ces nouvelles, quoi. Je pense que la Gambie n'a pas besoin de ce retour. De ça en ce moment, hein. Voilà, et que la Gambie doit rentrer dans une dynamique de démocratisation renforcée, de développement, et donc ce serait vraiment un retour en arrière que de voir cet ancien chef d'État revenir au pays. Par contre, si c'est pour faire face à la justice, rendre compte, affronter les choses et voir quelle sera la décision de la justice, eh bien, ça pourrait être tout à fait responsable de sa part de faire cette démarche-là. Alors, tout à l'heure, il a pris l'exemple de Donald Trump, de Dramani au niveau du Ghana et des États-Unis, l'on serait tenté de dire que c'est une mentalité anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à parer à toute éventualité. Mais dans l'annonce qu'il a faite, la question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il est véritablement prêt pour revenir au pays, quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il pense, hein, vrai ou pas vrai, c'est toujours une histoire de se faire entendre. Et de surtout pas se faire oublier. Oui, justement. Je pense que M. Vianney l'a bien évoqué. L'objectif d'abord derrière cette communication, c'est de dire que, ah oui, je suis là. Il faut pas oublier ma présence. Et l'autre objectif, vous savez, il est le seul à pouvoir savoir exactement si c'est le moment de revenir. Certainement, vous l'avez dit également, M. Vianney, puis c'est une réalité. Il garde une influence au sein des... Malgré tout ce qu'il a fait, hein? Oui, malgré tout ce qu'il a fait. Les Africains aiment bien leur gros. Voilà. Donc, il y a cette influence qu'il garde toujours. Et puis, s'il décide maintenant d'apparaître ou de revenir dans son pays, c'est certainement parce qu'on lui a fourni les renseignements d'une certaine garantie que, eh bien oui, on s'arrange et puis tu seras de retour. Tu ne crées pas vraiment grand-chose parce que, comme je le disais, sur le plan juridique, justement, il doit venir se présenter à la justice, mais les procédures qui doivent être entamées pour qu'il se rende à la justice n'ont pas tardé à prendre les pas. Et donc, la question de son retour, la problématique va se poser au niveau des dirigeants actuels et de la classe politique. Oui, mais est-ce qu'on croit que le président Barrow est prêt à accepter le retour de Yaya Jammeh? Quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, il a quand même échappé à quelque chose. Hein, donc, est-ce qu'il est prêt à accepter ce retour-là? Si lui-même il est prêt, on ne sait pas vraiment. Mais vous savez, quand beaucoup de choses ne dépendent pas du président lui-même, il y a des informations dont nous ne sommes pas au courant. Et puis, il se rend peut-être compte que l'influence de Yaya Jammeh, encore une influence qui certainement est en train d'être travaillée en sourdine. Et puis, le fait de travailler cette influence peut déjà commencer à déranger le président actuel. Alors, pourquoi ne pas créer les conditions de son retour? Vous savez, la Gambie, c'est un petit pays, donc il ne faut plus verser dans ce que la Gambie a déjà connu dans le passé. Alors, pourquoi pas faire table rase entre griffes de ce qui s'est produit et prendre un nouveau départ maintenant? Pour prendre vraiment un nouveau départ, il faut que les responsabilités soient situées. Et ces responsabilités, on ne sait pas si ça va vraiment être situé, mais il faut trouver la solution pour les victimes. Et la meilleure façon de trouver la solution pour les victimes, c'est d'identifier les responsabilités. Et après, on peut voir s'il s'agit de gracier ou s'il s'agit d'amnistier. Et c'est justement là le défi qui revient au gouvernement en place et au peuple gambien. Alors, avant d'en arriver là, comment comprendre la question que je vais vous poser là, deux volets, comment comprendre que depuis son exil et le fait d'être absent quand même sur le paysage politique, socio-économique, absent au niveau de ce paysage socio-politique et économique de la Gambie,
il continue de rester quand même quelqu'un qui a gardé une certaine cote de popularité. Alors, comment comprendre ça? Et ensuite, dans le duo que nous avons tous suivi au niveau des réseaux sociaux, il a déclaré, je cite, « Vous pensez que j'ai peur de comparaître devant la justice ?» Est-ce que c'est un faux courageux? Est-ce que c'est un ballon d'essai? Alors, on veut comprendre un peu ces deux attitudes de Yaya Jammeh. Alors, est-ce que c'est un ballon d'essai? Ce serait un énième ballon d'essai parce que je crois que ce n'est pas la première fois qu'il lance un peu cette envie-là, qu'il annonce cette envie de revenir au pays. Il avait déjà fait des annonces au préalable qui ne se sont pas réalisées. Et c'est vrai que le contexte a changé. On a évoqué le contexte international, le retour au pouvoir de certains anciens hauts dirigeants. Donc, peut-être que sa volonté est un peu plus manifeste aujourd'hui et qu'il trouve que le contexte est favorable. Même si probablement le président Barrow ne va pas non plus entièrement favoriser ça parce que les pays, les peuples ont toujours une certaine, on va dire, une certaine reconnaissance plus ou moins par rapport aux anciens dirigeants. On dit souvent que c'est quand quelqu'un part qu'on se rend compte qu'il est bon. Voilà, quelles que soient ses erreurs, voilà, quelles que soient ses turpitudes, on reconnaît quand même, parce que souvent ces dirigeants, ils ont quand même un côté social, un côté humain, même s'ils sont dictateurs, violents par ailleurs. Bon. Donc il y a toujours quelque chose qui reste de positif et que le peuple regrette après, par rapport aux dynamiques évolutives des politiques qui vont plutôt dans un sens de, on va dire, de fermeté politique ou économique, surtout économique. Vous voyez, la rigueur est de plus en plus mise en œuvre dans les pays avec le contexte international économique, etc. Donc, ces difficultés dans le panier de la ménagère font que les dirigeants, les populations regrettent un peu les anciens dirigeants. Voilà. Donc, peut-être qu'ils bénéficient un peu de cette faveur-là, que ça justifie, ça explique un peu l'influence politique qu'il a toujours, mais néanmoins, ça serait difficile parce que Adama Barrow ne va pas faciliter cela à moins qu'il mette en place toutes les conditions judiciaires pour que la procédure démarre vraiment, que le procès démarre vraiment et que Yaya Jammeh accepte de venir faire face à ce procès, quitte à aussi bénéficier d'un certain nombre de compromis. Surtout qu'il déclare ne pas avoir peur de la justice. Voilà, il déclare ne pas avoir peur de la justice. Donc, peut-être qu'il va aussi négocier un certain nombre de garanties pour faire face, comme ça s'est passé en Guinée avec Dadis. Voilà, donc aujourd'hui, il est en prison, mais je pense qu'au bout de quelques années, on va le libérer parce qu'il a accepté de venir faire face. Voilà, donc c'est une façon de régler aussi les comptes de l'histoire, de parvenir à une certaine réconciliation et de faire face à l'avenir dans la sérénité, quoi. Si tout au moins les erreurs du passé sont réglées et qu'on ne retombe pas dans les mêmes turpitudes. Alors pour sortir de ce sujet, l'analyse géopolitique que vous êtes, quand on scrute un peu tout ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest en ce moment, quel est l'état d'esprit selon vous du président Adama Barrow après cette énième sortie sur les réseaux sociaux de l'ancien président Yaya Jammeh? Bien, quel est son état d'esprit? On peut déjà l'imaginer parce que d'abord, il peut avoir cette impression que la région ouest-africaine est en train de traverser des périodes d'intense stupétude et puis c'est une réalité évidemment. Donc c'est pour lui un moment d'être de retour et on ne sait pas concrètement ce qu'il peut faire, mais il peut vouloir profiter de l'occasion parce que la CEDEAO rencontre des difficultés, l'AES et tout cela, c'est un mélange. Alors pourquoi ne pas revenir? Le Sénégal, justement, à l'intérieur duquel se trouve la Gambie, également en train d'impulser une nouvelle dynamique. Alors pourquoi ne pas être de retour, même si ce n'est pas pour être activement impliqué en politique, revenir et jouer de son influence, pas seulement en Gambie, mais dans la sous-région ouest-africaine, se positionner en médiateur, si on peut le dire ainsi. Justement, avant de est-ce que vous voyez un Yaya Jammeh, les jours à venir, déclarer par exemple son soutien franc à l'AES, par exemple? Là, c'est une grande question. Bah oui, on ne sait jamais.
Là, on n'a pas encore vraiment eu des éléments qui peuvent nous permettre de montrer un rapprochement probable avec les États de l'AES, en tout cas. En frais d'armes. Oui, voilà, on n'a pas encore eu ces éléments, mais c'est quelque chose qui n'est pas impossible, on peut l'observer avec le temps. Mais ça peut être encombrant aussi, ça peut être un soutien encombrant aux dirigeants de l'AES parce que bon, Yaya Jammeh n'était pas non plus un modèle. Même aussi, ils ne sont pas blancs comme linge aussi. C'est vrai, ils ne sont pas blancs comme neige, on a des choses à leur reprocher. Et si en plus, bon, ça peut être un clin d'œil. De toutes les façons, les oiseaux volent par plumage, on ne sait jamais. Hein. Et il faut dire que les autres pays de l'AES sont en quête d'une certaine reconnaissance d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là, nous nous rendons du côté de l'OTAN, le financement de l'OTAN au cœur des débats avec le retour de Donald Trump. Il a toujours réclamé, peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Ah oui, justement, le retour de Donald Trump et la question de financement de l'OTAN, je pense qu'il est déjà dans la position de pouvoir mettre à exécution toutes ces déclarations. Et puis, je ne doute pas un instant du fait qu'il veuille vraiment mettre de l'ordre, entre griffes, si on peut le dire ainsi, pour ce qui est de la question de l'OTAN, et amener les Européens à davantage consacrer à leur sécurité, parce que pour Donald Trump, il n'est pas normal d'assurer presque entièrement la sécurité d'un ensemble de pays qui techniquement ont quand même les moyens de pouvoir se protéger. C'est pas parce que ces États n'ont pas vraiment les moyens, mais qui se sont basés sur n'ont pas voulu évoluer quant à la dynamique de création de l'OTAN, même parce qu'en ce moment, au moment où naissait l'OTAN, effectivement, les États européens étaient largement affaiblis et il a fallu le géant américain pour mettre en place cette organisation, la nourrir, ainsi de suite. Mais à partir d'un moment donné, je pense qu'il faut permettre à l'organisation d'être autonome. Je veux dire pas autonome, être financée à une certaine hauteur par les Européens, dont l'organisation est censée assurer la sécurité. Et je pense que c'est dans cette dynamique que s'inscrit Donald Trump, évidemment. Et maintenant, on attend de voir si les Européens sont prêts à prendre cette responsabilité. En tout cas, il y a déjà un certain nombre de pays européens qui ont dit oui, nous allons augmenter notre budget de défense à hauteur de 5% du PIB. Il y a d'autres qui sont encore à la traîne. Voilà. Mais je pense que de toutes les façons, la menace, elle est réelle et puis les Européens vont prendre leurs dispositions. Alors justement, quand on parle de financement, pourquoi le financement de cette organisation est central pour l'avenir aussi bien des États-Unis, surtout pour la sécurité des États-Unis et pour l'avenir de l'Alliance et celle de l'Europe? C'est parce que globalement, Donald Trump, à travers sa nouvelle politique, lui, il a décidé de concentrer ses efforts sur l'Amérique, de rendre l'Amérique plus puissante, superpuissance mondiale, au-delà de ce qu'elle est déjà, et de ne pas payer pour les autres. Et il faut dire que c'est la guerre de l'Ukraine depuis 3 ans maintenant qui a pompé les finances en matière de défense de la plupart de ces pays-là pour faire face à la Russie. Et l'Amérique a énormément payé. Et donc, la problématique d'ensemble aussi qui était là et que la crise ukrainienne, la guerre ukrainienne a renforcé, c'est que la quote-part que chaque pays européen devait apporter était de 2%, avec un objectif idéal de 5%, mais les 2% ne sont même pas payés intégralement par la plupart des pays, en tout cas par un certain nombre de pays. Donc désormais, Donald Trump lui dit non, c'est-à-dire il dit que tout le monde doit payer au moins les 2%, sachant qu'on doit très vite aller à 5%, sinon nous n'allons plus être le parapluie de ce que l'Alliance dépense en Ukraine notamment, alors qu'il y a d'autres conflits qui sont, en tout cas, voilà, qui attendent, et d'autres crises qui sont là. Donc, quelque part, c'est, on va dire, l'esprit de sa politique qui est, on va dire, consacrée à la superpuissance américaine au plan politique et au plan économique, en se concentrant sur vraiment des dépenses qui vont nourrir l'Amérique et pas le reste du monde, parce qu'on voit qu'il y a aussi d'autres conséquences. Hein. Il sort de l'OMS, il sort de l'accord de Paris, l'aide internationale est coupée dans bien des pays. Donc, c'est dans cet ensemble-là que s'inscrit aussi cette question
de l'Alliance Atlantique, et donc renforcé par la crise ukrainienne. Et donc lui, il dit maintenant, ça suffit, l'Amérique va cesser de payer. Au moins, payer les 2% déjà, et très vite, on va aller à 5%, sinon nous, on ne continue pas. Donc c'est d'une certaine logique par rapport à l'esprit, on va dire, populiste hein, de la politique de Donald Trump. Et avec ces 78 décrets-là qu'il a pris, cette question de l'OTAN aussi rentre dans cette dynamique. Et quelque part, il ne fait que... on va dire, respecter les engagements qu'il a pris et qui lui ont permis de revenir au pouvoir. Alors, lorsqu'il affirme que la question de la guerre russo-ukrainienne n'est pas un problème des États-Unis, mais plutôt celui de l'Europe, est-ce qu'au fil du temps, au fil des années, Donald Trump ne va pas remettre en cause l'existence de l'OTAN même, ou voire même le bien fondé de l'OTAN? Vous savez, le bien fondé de l'OTAN, au départ, s'inscrivait dans une logique de se rapprocher davantage dans une confrontation entre les États-Unis de l'époque et l'URSS. C'est la fondamentale dynamique, en tout cas la vision des Américains vis-à-vis de l'OTAN. Alors que les Européens ont une autre vision, c'est parce qu'ils venaient de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vu tout ce qui a pu se produire et puis il faudrait maintenant que les Européens puissent se protéger face à une quelconque menace, notamment une menace qui pourrait venir de la Russie. Et donc, c'est deux visions différentes de l'organisation elle-même. Et donc, pour ce qui est de Donald Trump et des Américains, là maintenant, c'est renoncer. Il ne serait pas question de renoncer à l'OTAN. Il serait question d'amener les acteurs pour qui la présence, l'existence de l'OTAN compte le plus. Oui, mais vous croyez qu'elle ne compte pas pour les États-Unis? J'ai dit compte le plus. Cela elle peut aussi compter plus pour les États-Unis, oui, parce que quoi qu'on dise, les États-Unis ont besoin de garder ce parapluie de gendarme du monde. Parce que si l'OTAN n'a plus sa raison d'être, si le bien fondé de l'OTAN n'est plus le bien fondé du départ, alors quelqu'un d'autre pourrait s'emparer de ce parapluie de gardien du monde. Mais je pense que le fait que les États-Unis décident de ne pas payer beaucoup plus, parce qu'ils ont posé des conditions, si les Européens remplissent les conditions, il n'y aura pas de problème. Les États-Unis, a priori, il n'y aurait pas de problème parce que c'est la condition qu'il pose. Maintenant, si par la suite, il arrive à changer la donne, je pense que Donald Trump, la situation ne s'aggraverait pas à un point où il faudra penser à une disparition de cette organisation parce que tout compte fait, Donald Trump veut garder une certaine influence et puis c'est quelqu'un de pragmatique en dehors du débat, du discours qui a eu lieu compte tenu de la situation qui va se présenter. Il est très bien conscient que être présent dans cette organisation, même si les États-Unis ne contribuent plus comme cela se doit, je pense que Donald Trump va trouver des moyens de pouvoir assurer sa protection, de trouver un autre moyen en dehors de l'OTAN, bien qu'il est impossible que les États-Unis soient complètement absents de l'OTAN. Nous l'avons vu avec l'OMS, mais ne comprenez pas que les États-Unis, parce qu'ils se sont retirés de l'OMS, c'est tout ce qui se passe là, ce n'est plus leurs affaires. Mais les Américains sont présents, leurs technologies sont présentes pour ce qui est de relever les épidémies, de lutter contre tout cela, seulement que ça ne se ferait plus dans un cadre assez formel. Et puis le formalisme a un problème à avoir avec Donald Trump. Il n'aime pas trop les règles, les mesures, ainsi de suite, surtout quand ça vient, quand ça s'est imposé très souvent venant de l'Europe. Un État, c'est pas une entreprise, hein? Oui, un État, c'est pas une entreprise. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui doit être normalement. Maintenant, il y a la réalité de voir la personne du chef de l'État, une personnalité qui consiste à gérer les choses comme une entreprise et plutôt, ça marche souvent très bien. Il faut dire qu'il fait de la politique aussi. Donald Trump, c'est vraiment quelqu'un qui a une fibre politique, un sens politique très aigu. Et quand il met en épingle la superpuissance américaine,
personne ne peut imaginer que l'Amérique est dans un état de faiblesse à ce point-là, en dehors peut-être de la question de l'immigration. Et encore, ça c'est une grosse problématique à laquelle, sur laquelle le monde devrait se pencher de façon un peu plus intelligente, un peu plus équilibrée, parce que c'est un faux problème aussi. Donc, dans tous les cas, il fait de la politique. Et donc, ces décisions sont des décisions politiques, parce que ces choses-là changent ou pas, l'Amérique reste l'Amérique superpuissante qu'elle est. Et donc, dans l'opinion, en fait, il y a une bonne partie de la population qui a cette fibre nationaliste-là. Ça évolue aussi en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on a vu les Giorgia Meloni à son investiture et tout. Et donc, voilà, c'est pour faire plaisir à son électorat, en quelque sorte, qui met en avant ces choses-là. Il va récupérer, il va prendre le Groenland, le Panama, etc. Donc, il fait de la politique pour que, en réalité, les républicains durent au pouvoir, pour que lui il reste, parce que là, on est déjà en train de dire que peut-être il y aura un amendement à la forme de l'amendement de Roosevelt pour qu'il fasse un autre mandat, un troisième mandat. Comme quoi l'Afrique peut se révéler partout. Exactement, vous voyez. Si ce monsieur n'avait pas 78 ans, sachant que Joe Biden a failli être candidat à 82 ans, lui aussi il finira ce mandat à 82 ans. Reste à savoir si cette dynamique-là ne va pas se mettre en œuvre. En tout cas, s'il avait pas 82 ans. Les Américains nous démontrent que l'âge, c'est pas absolument. Voilà. Sachant alors, que, comme tu as la parole, tu vas la garder. De son côté, on voit le secrétaire général de l'OTAN qui est en train de caresser Donald Trump dans le sens du poil. Est-ce que Donald Trump pourra mordre à cet hameçon? On verra aussi dans 1 an ou 2 ans, justement, le côté réaliste ou non de tout ce qu'il dit. C'est pour ça que je dis, il fait de la politique. Il caresse ses électeurs dans le sens du poil pour rester, pour que la dynamique républicaine un peu populiste, là, qu'il incarne, puisse rester. Il est en train de préparer ses enfants. Hein. Ce monsieur, il y a eu voilà, il y a eu des anciens chefs d'État qui ont eu leur fils président. Ce monsieur, il est aussi au minimum dans cette dynamique-là. Donc, c'est en tout cas à l'épreuve de la réalité d'ici 1 an, 2 ans, qu'on va voir si tout ce qu'il annonce, il pourra le faire, si les réalités du pouvoir, si les réalités du monde, si les changements qui vont encore s'opérer dans le monde ne vont pas l'amener à modifier un petit peu ce qu'il dit. Donc, le secrétaire général de l'OTAN a raison de chercher à trouver un compromis avec lui pour qu'il reste. Mais dans tous les cas, je pense que l'Amérique ne pourra pas partir parce que, franchement, c'est vrai que c'est un allié pour les Européens et aujourd'hui, on se demande si l'Amérique reste un allié, mais pour moi, ça reste juste une espèce de couverture politique qui est exprimée à travers cette idéologie, plus ou moins, que Donald Trump exprime, qui met à travers ses décrets. Mais dans le fond, l'Amérique restera l'Amérique. Et comme l'a si bien dit Martial, au-delà de l'écume, il y a des choses de fond desquelles l'Amérique ne pourra pas sortir. Néanmoins, l'Europe a le défi, et ça, le secrétaire général de l'OTAN insiste aussi là-dessus, c'est au moins que les taux du PIB qui doivent être mis par chaque pays dans les questions de dépenses, et donc qui vont impacter l'Alliance, à savoir 2% du PIB au minimum, eh bien, le secrétaire général de l'OTAN, au moins s'il encourage les différents pays de l'Union à aller dans ce sens-là, je crois que quelque part, ça va donner à Donald Trump au moins des raisons de penser que l'Alliance, les pays européens aussi font des efforts et que l'Amérique, et pour justifier auprès de son électorat que ce qui est demandé au minimum est fait. Voilà, donc ça peut favoriser les choses dans les mois et les années à venir. Mais on verra aussi face à la réalité d'ici 1 an, 2 ans de mandat, à mi-mandat, comment il pourra ajuster ou non sa politique. Alors, pour sortir de cette question, pourquoi Donald Trump croit que les Européens sont plus dans le besoin? Alors, ma question, c'est de savoir que seraient les États-Unis d'Amérique sans les autres, quand on sait qu'aujourd'hui, l'immigration qu'il est en train de combattre, il y a plein de cerveaux, aussi bien africains, européens et j'en passe, qui ont fait quand même de l'Amérique de ce qu'elle a aujourd'hui. Vous savez, l'Amérique, dans sa construction, a été un État qui
pour son développement, pour s'ériger en puissance, n'a pas fait des alliances avec les États autour, même avec l'Europe. C'est un État qui s'est isolé. On a parlé de l'isolationnisme à cette époque des États-Unis d'Amérique et qui sont restés calqués sur eux-mêmes. On fait un travail de fond qui a réussi en ce sens que c'est constitué d'une mosaïque de peuples. Il y a une certaine diversité que les Américains ont réussi à maintenir, et ça n'a pas fait objet de débat, ça n'a pas fait objet de crise, de tension. Et donc, en se basant sur cette base, si je peux le répéter ainsi, les Américains sont arrivés à pouvoir évoluer de façon indépendante, sans les autres, justement. Et puis, nous sommes en train de constater dans ce cas on a vu la fragilité, on a vu la fragilité de cette façon de fonctionner le 11 septembre. Oui, justement, il y a eu cette fragilité, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le mode de pensée a beaucoup évolué, mais cela ne veut pas dire que ça a totalement changé, parce que c'est quelque chose qui reste américain, de pouvoir rester sur soi-même, de pouvoir compter sur soi-même pour pouvoir se défendre. Mais aujourd'hui, le monde a évolué au point où les autres ont besoin des Américains aussi, et puis les Américains ont besoin des autres d'une certaine manière. Et c'est pourquoi moi je doute un peu du fait que Donald Trump, étant l'homme intelligent et pragmatique qu'il est, de vouloir se retirer de la coopération avec ces États-là. C'est une question de peut-être servir l'électorat, de rendre dynamique cet électorat. Et dans le fond, ce n'est pas vraiment possible que les États-Unis n'aient pas un œil un peu partout. C'est carrément impossible. Du côté de l'Arabie Saoudite, Riyad et Jérusalem, un rapprochement relancé avec l'arrivée de Donald Trump. Il est toujours de Donald Trump, hein, ou de cette émission. On le voit, ces deux grands alliés du côté du Moyen-Orient, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Israël. Entre-temps, les deux alliés avaient quand même pris les distances, mais le retour de Donald Trump peut changer la donne. Oui, ça peut changer la donne parce que c'est une des conditions aussi pour la pacification de la région. On sait très bien que Donald Trump a au moins un mérite au-delà de tout ce qu'on lui reproche, c'est que c'est quelqu'un qui n'entre pas trop dans les guerres, qui essaie de trouver des conditions d'apaisement, même si on trouve curieux cette fois-ci justement qu'il parle du Groenland et du Panama. Mais en général, c'est quelqu'un qui, au cours de son dernier mandat, a œuvré un peu pour une espèce de pacification. Et donc, une des solutions aujourd'hui pour entrer dans une nouvelle dynamique dans la région du Moyen-Orient, c'est effectivement de créer cette entente entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et donc Donald Trump veut œuvrer dans ce sens-là. Mais la seule problématique qui reste en place et qui va constituer l'enjeu des discussions, c'est que d'un côté, les pays arabes, les pays du Moyen-Orient souhaitent quand même qu'il y ait un État palestinien. Or, la création d'un État palestinien, la validation de l'existence d'un État palestinien va, en tout cas, va faire en sorte que l'épée de Damoclès de la crise de la guerre va rester d'une certaine façon permanente dans la région. Et donc, aujourd'hui, c'est le compromis, et Donald Trump va aussi un peu dans ce sens-là, c'est de rapatrier des populations palestiniennes vers des pays comme l'Égypte, etc. Voilà, donc ça peut être un enjeu pour pacifier dans l'entente entre Israël et l'Arabie Saoudite, avec au milieu les États-Unis, qui est un allié de ces deux États-là. Mais ce qui va continuer à créer la difficulté, c'est la création ou non d'un État palestinien, ou bien, voilà. Et parce que cet enjeu-là aussi a été mis en épingle par la crise du 7 octobre, là, ouais, avec ces conséquences qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu un accord de cessez-le-feu et que des otages sont en train d'être libérés. Donc ça reste quand même une question difficile, une épine difficile, mais dans tous les cas, l'entente entre Israël et l'Arabie Saoudite avec les bons, on va dire, la relation diplomatique avec l'entremise diplomatique des États-Unis, ça peut être une bonne étape déjà pour voir ensuite quelle sera la prochaine étape. Est-ce qu'il faut créer un État palestinien ou est-ce que tout le monde s'entend pour que les Palestiniens vivent
à l'aise dans d'autres pays de la sous-région et que, voilà, cette partie-là, on trouve une autre solution. En tout cas, dans tous les cas, aller vers une solution définitive de paix dans la région. Alors, lorsqu'on écoute un peu certains observateurs, analystes et consultants géopolitiques, certains estiment que cette condition de l'Arabie saoudite sera très lourde pour Donald Trump et qu'à certains moments même, il va falloir qu'il la paye cher. Est-ce que vous voyez Donald Trump déjà céder à cette formulation, à cette demande de l'Arabie saoudite au détriment de son allié de toujours, Israël? Vous savez, Donald Trump, par rapport à la question palestinienne, est resté quand même assez pragmatique. Donald Trump n'est pas en opposition avec le fait d'instaurer un État palestinien, pas du tout. Et puis l'Arabie saoudite, aujourd'hui, vous savez, ce processus de normalisation a commencé depuis, c'est le 7 octobre qui a fait suspendu le processus. Et puis l'Arabie saoudite aujourd'hui veut mettre l'accent sur le fait que l'État palestinien doit être créé. Ça doit être une condition nécessaire pour que les relations continuent. Mais dans le fond, on se demande bien si c'est une raison assez valable ou une raison, comment dire, une raison sincère pour permettre à l'Arabie saoudite de normaliser les relations avec Israël, d'autant plus que Donald Trump a déjà réalisé ce miracle ou bien ce jeu à la Clinton en cette époque en signant les accords d'Abraham, en permettant à Israël d'avoir plus de voisins, c'est-à-dire Israël a des voisins mais qui lui étaient vraiment hostiles, mais on a vu avec les Émirats arabes unis, la normalisation, le Qatar, ainsi de suite, et le processus se poursuit. Bizarrement, c'est Donald Trump qui revient. C'était un peu comme si le 7 octobre venait suspendre le processus et permettre à Donald Trump de continuer là où il s'était arrêté. Et donc, il va continuer dans cette dynamique, mais la question de la création d'un État palestinien va devenir quelque chose, un sujet très important de la normalisation de ces accords-là. D'autant plus que dans la réalité, les Saoudiens mettent l'accent sur cet élément parce que la preuve a été que l'Iran s'est servi bien évidemment de cette cause pour se positionner dans la région. Alors, pourquoi ne pas saisir l'occasion et prendre de court l'Iran qui, en cette période, connaît des difficultés? Relation avec l'Israël, oui, d'accord, ils viennent de le souligner. Dans ce cas, que fera l'Iran? Est-ce que l'Iran va se laisser faire dans cette région où, quoi qu'on dise, même si Israël a réussi à décapiter le Hezbollah, a réussi à décapiter le Hamas, mais l'Iran aura quand même quelque chose à dire toujours dans cette région du monde. Oui, avec ou sans le retour de... Oui, Trump est là, oui. On connaît l'hostilité de Trump envers l'Iran également. Oui, absolument. Donc c'est d'ailleurs un des points d'achoppement des négociations et de la réflexion, parce que Donald Trump a quand même eu des déclarations récentes après sa prise de pouvoir, même si dans le fond et depuis longtemps, il n'est pas forcément défavorable à la création d'un État palestinien. C'est vrai que c'est ce que veut la logique, mais est-ce que la création d'un État palestinien va garantir aussi le bon voisinage, etc. Avec Israël, bon, c'est compliqué, parce que dans cette affaire-là, on se souvient très bien que Israël n'avait pas les dimensions que cet État a aujourd'hui. Après les accords de l'ONU qui ont créé Israël, qui ont réparti la région. Et on a vu le résultat après la guerre de 6 jours. Hein. Voilà, exactement. C'est les pays il a gratté. Même qui sont allés provoquer voilà. Au fur et à mesure, un peu comme le 7 octobre là. Et donc, au fur et à mesure, bon, ça a créé de la défense, de la résistance. Et l'État israélien s'est agrandi. Et donc, c'est ça qui a cette conséquence-là aujourd'hui. Et donc, le monde entier, on sait qu'il y a peut-être une légitimité à créer l'État palestinien, mais ça restera une pierre d'achoppement. Et d'autant plus que, comme vous le dites si bien, effectivement, l'Iran, qui a quand même aussi son influence dans la région, considère que c'est un point vraiment important. Et voilà. Donc, Donald Trump a fait des déclarations récentes
qui sont favorables à l'idée de laisser tomber la perspective de la création de l'État palestinien et de déplacer les populations palestiniennes, en tout cas de la zone de Gaza, notamment de la bande de Gaza, vers des pays comme l'Égypte et autres, et de régler ce problème de cette façon-là, parce que c'est surtout la bande de Gaza qui est vraiment le point d'achoppement. Le point d'achoppement. Et non, mais l'Iran s'oppose. Est-ce que c'est un ballon d'essai, cette déclaration-là qu'il a eu à faire récemment, ces derniers jours, pour voir un peu comment l'Iran va réagir, comment d'autres pays vont réagir? En tout cas, les négociations vont être très, très rudes et très sensibles sur ce point-là. Ça va faire partie aussi de l'appréciation que nous pourrons avoir dans les mois à venir de la politique de Trump, notamment au niveau des relations internationales, au niveau de son influence sur la gestion des relations entre les pays du monde, notamment dans cette zone-là. Lui qui est le maître du monde, est-ce qu'il va pouvoir régler cette question? On verra bien dans les mois à venir. Comme on dit de l'autre côté, wait and see. Là, nous terminons par la Chine se positionner en leader mondial du multilatéralisme, tel est le souhait de Pékin. Est-ce que les différentes annonces de Donald Trump n'ont pas déjà donné des idées à la Chine? Justement, vous savez, la Chine mène une diplomatie offensive, mais souple et sournoise. Et donc, tout ça, c'est pour la Chine. Oui, c'est justement pour la Chine. C'est quelque chose d'assez formidable qu'on peut observer au niveau de la Chine. La Chine prend du temps d'observer, de voir comment les choses arrivent et de se positionner, pas en faisant du bruit bien sûr, mais en se positionnant de façon stratégique à ces différents points que les États-Unis pourraient abandonner entre griffes. Et je pense que la communication entre les deux est toujours maintenue. Vous voyez le vice-président. Le téléphone rouge. Oui, voilà, il y a cette communication. Ah non, peut-être que là, il est violent, hein, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Quoi qu'on dise que Donald Trump va imposer les droits de douane plus importants à la Chine et tout cela, contre l'influence de la Chine, la communication, ces deux reste et demeure parce que une absence de communication entre ces deux États carrément va conduire le monde tout droit vers quelque chose d'impensable. Hein. Donc, cette communication reste. Et puis, la France, je dis la France, la Chine profite de cette dynamique pour pouvoir avoir davantage, pour étendre son influence plus qu'elle ne le fait déjà. Alors justement, avec toutes ces déclarations, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de rendre les États-Unis plus forts, est-ce que les États-Unis ne seraient pas affaiblis au détriment de la Chine, par exemple? Parce que la Chine, ça ne parle pas beaucoup, mais on constate. Tout à fait. Tout à l'heure, je disais dans un des sujets précédents que Donald Trump, il fait de la politique, mais il va garder un côté réaliste qui va lui permettre d'ajuster un peu les choses plus ou moins. Dans ce contexte international de l'arrivée de Donald Trump, avec le discours vraiment de maître du monde qu'il a prononcé à son investiture, on peut dire que c'est une façon de chercher à frustrer Poutine et la Chine et Xi Jinping, parce que c'est, voilà, mais en même temps, en sous-bassement quand même de l'idéologie de cet homme, on voit qu'il a du respect à la fois pour Poutine et pour Xi Jinping, en tant que personne, en tant que dirigeant, en tant que chef d'État. Ah, là c'est quand il revient Donald Trump. Exactement. Parce qu'en tant qu'Américain, en tant que président, il est une autre personne. Il est une autre personne, voilà, il fait la politique. Et bien qu'il prend du recul en tant que dirigeant, il respecte ses homologues-là, aussi en tant que dirigeant, parce que c'est des gens qui sont puissants, qui ont une main de fer, une poigne sur le pouvoir. Et donc, on estime que dans l'observation de ce qui va se passer, on peut arriver à une espèce de, finalement, de nouveau Yalta, quoi. C'est-à-dire un accord où ces super puissants-là s'entendent pour se répartir. Cette fois-là, c'est la Chine qui sera parmi les deux grands. C'est les trois. Ah oui, parce que l'autre fois, la Chine n'était pas parmi les trois grands. Hein. Non, mais on va pas. Poutine est là parce que. Donc, vous voulez dire que là, cette fois-là, la Chine va invincer les Royaumes-Unis, c'est ça? Parce que parce qu'après 45, les trois grands, c'était Roosevelt, Churchill, Staline. Effectivement. Donc, dans les années à venir, on aura Poutine, Xi Jinping et Trump. Sans le Royaume-Uni.
Les Ça, c'est votre Royaume-Uni analyse. et encore plus la France, c'est pratiquement fini face à ce qui se passe. Notre chère France, malheureusement, elle perd encore plus de l'influence. C'est vrai que Donald Trump a eu l'élégance d'aller à Paris le 7 décembre pour la revêture de la cathédrale Notre-Dame avec son ami Zelensky. et Elon Musk surtout. C'est bon, donc c'est ça le côté réaliste. Il garde, il est venu, il n'était pas encore investi, mais il est venu en patron du monde. Là, c'était vraiment tout le monde était à ses pieds. Donc il y a quand même ce côté réaliste là. Et malgré tout, la France et le Royaume-Uni, franchement, aujourd'hui ne vont plus compter dans les trois super grands. On va créer le G3 dans une espèce de Yalta. Mais néanmoins, amis mais pas trop. Amis mais pas trop. C'est-à-dire 3 amis mais pas trop. Donc chacun va essayer quand même de chercher à garder sa petite influence, sa petite souveraineté et sa petite maîtrise de ses relations internationales. D'où et face à cette posture de Donald Trump, qui est une posture de se désengager d'un certain nombre de choses dans le monde, notamment au plan de la défense et de l'aide humanitaire, notamment la santé, même si on garde les petites nuances qu'on a évoquées tout à l'heure, eh bien, la Chine veut se positionner. Et comme l'a très bien dit Martial, effectivement, c'est un pays qui a une politique souple, sournoise, mais très dynamique. Et donc, effectivement, la Chine veut se positionner sur les questions liées au climat, sur les questions liées à la santé. Donc, se positionner en nouveau leader dans le multilatéralisme, ce qu'elle faisait déjà un petit peu de façon discrète, mais qu'elle veut faire maintenant de façon visible pour s'afficher encore plus. Donc, il y aura un Yalta, mais ami, mais pas trop, où chacun va essayer de garder un petit peu voilà, son influence pour contrôler le monde, pour contrôler une partie du monde, quoi. Alors, et ça va être vraiment les enjeux des relations internationales. Les années à venir. Dans les années à venir. Alors, tout à l'heure, vous l'avez rapidement brossé, je ne sais pas vous, ou c'est Vianney. La sortie des Nations Unies, des États-Unis, de l'OMS aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas une aubaine pour la Chine de pouvoir prendre le lead de cette organisation quand on sait que la quasi-totalité des épidémies que nous avons connues depuis un moment des crises sanitaires viennent toujours de la Chine? Est-ce que cette chaise vide, quoi qu'on dise, c'est une chaise vide que les États-Unis laissent? Est-ce que, même si en sourdine, les États-Unis vont continuer, mais aujourd'hui, aux yeux du monde, est-ce que ce n'est pas la Chine qu'on verra au-devant des choses? Mais bien sûr. Et puis, alors même que les États-Unis étaient présents, il y avait cette influence de la Chine au sein de l'OMS, ce que Donald Trump a plusieurs fois décrié, qui faisait partie de l'une des raisons qui ont permis aux États-Unis de se retirer. Et justement, c'est davantage le terrain qui est laissé à Xi Jinping de pouvoir progresser dans sa dynamique et d'étendre son influence dans ce domaine. Il ne faut pas oublier que la Chine aujourd'hui développe tellement de technologies et dans bien tous les domaines, notamment dans le domaine de la santé. Qualité ou quantité? Non, mais pour ce qui est de la qualité ou de la quantité, le débat peut se faire autour parce que ce sont les autres, les Américains, qui reprochent que la qualité n'y est pas. Mais les Chinois eux-mêmes se rendent compte que la qualité, c'est ce que ce devait être. Et donc, il y a ce jeu-là que la Chine peut continuer à jouer et prendre l'influence au niveau de ce qui est de la santé mondiale. Parce qu'il faut dire que la Chine, c'est un peu plus d'1 milliard d'habitants et puis c'est très bien parti pour la Chine de se servir de cette occasion et puis d'étendre. En ce moment, la Chine deviendrait réellement le premier le premier contributeur de l'organisation et qui paie celui qui garde davantage l'influence. Alors, pour sortir de ce sujet, alors en tant que expert en communication politique, dites-nous un peu, ce timing pourrait-il permettre à la Chine de véritablement prendre le lead quand on sait que dans notre énoncé, on a dit que la Chine commence déjà par se positionner? Oui, bien sûr, ce timing est parfait pour Xi Jinping. La Chine avait toujours été présente partout depuis très longtemps, mais de façon subtile. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une guerre économique aussi. Parce que ce qui se joue vraiment en sous-bassement de ces questions d'influence, c'est la guerre économique. C'est la maîtrise des matières premières, notamment des matières premières rares comme le lithium, etc., dans nos pays. Et donc, la Chine qui avait été accusée ces dernières années, plus ou moins ouvertement,
ouvertement d'être à la cause de la pandémie du Covid-19, eh bien, trouve là une vraie opportunité. La grippe aviaire et tout ça, voilà. Toutes ces pandémies-là qui sont donc, du côté de la Chine. Oui, la plus marquante, ça a été la pandémie du Covid-19. Et donc, c'est une formidable opportunité pour la Chine aujourd'hui de se positionner en termes de soft power sur ces questions-là de la santé. Et donc, pour dire, mais moi que vous accusiez, voilà ce que je fais désormais pour la santé dans le monde. Ça peut même être un piège parce que c'est ce qui intéresse la plupart de ces puissances-là, c'est vraiment leur intérêt, hein, leur intérêt économique. Même dans le soft power, dans les relations diplomatiques, ce qui compte, c'est l'intérêt économique. On sait que les enjeux aujourd'hui, c'est les enjeux des matières premières. Et donc, la Chine trouve une belle opportunité de faire de la séduction vis-à-vis des pays qui bénéficient de l'appui de l'OMS et notamment les pays comme étant les moins avancés, mais ça c'est encore les pays pauvres et très endettés. Oui, mais les pays riches en matières premières et puis qui sont les plus pauvres, d'où l'immigration. Donc vraiment, ça c'est des questions que le monde va devoir creuser aussi dans les années à venir si on veut parvenir à un équilibre et si on ne veut pas qu'il y ait finalement une catastrophe. Voilà. Parce que l'immigration ne s'arrêtera pas tant que la pauvreté ne régressera pas. Voilà, donc bon, ça c'est peut-être qu'on aura l'occasion de faire ce débat-là une autre fois. Mais effectivement, voilà, dans le contexte actuel, la Chine trouve une très belle opportunité pour faire de la séduction et travailler sur les enjeux économiques, la guerre économique. Mais les États-Unis ne fermeront pas complètement les yeux sur ça. Voilà, ni Poutine non plus, ni la Russie non plus. Voilà, chers amis internautes, hein, c'est avec cette intervention de Vianney Hassani qui a parlé de séduction. Nous aussi, on vous séduit tous les lundis après-midi en décryptant l'actualité internationale. Ce lundi, j'ai reçu pour vous Vianney Hassani, consultant en communication. Merci. Merci beaucoup. Martial Akwete, analyste géopolitique. Merci. Merci. Retrouvons-nous le lundi prochain sur ESAE Télévision pour décrypter d'autres actualités. Au revoir, bye bye.